Heureux de vous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes sur Kavi FM 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur les bouquets Canal+, et Star Times également, via notre application Kavi Mobile, Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Merci de nous préférer sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Media, Ganga RTV qui relaie aussi cette émission en direct à la baie. Vous nous suivez grâce à nos partenaires de Beta FM. Merci de votre fidélité. Une nouvelle année s'est installée déjà avec des défis énormes pour la République de Guinée. Le moment est d'ailleurs crucial et l'occasion doit être mise à profit par chacun d'œuvrer pour changer la donne et ouvrir la porte à d'autres horizons avec l'engagement ferme de rectifier ou de corriger les erreurs du passé. L'année 2025 est décisive pour le peuple de Guinée. J'ai la ferme conviction qu'elle sera synonyme de paix, de quiétude sociale et de cohésion sociale, qu'elle saura faire taire les divergences et renaître les espoirs. J'ai espoir également qu'elle sera l'étincelle d'un pardon effectif et d'une harmonie incommensurable. La Guinée, terre de richesse et d'innovation, que cette année soit la fin des suspicions et le démarrage du développement tant souhaité. Frères et sœurs guinéens, la paix est un petit mot. Chassons sauvegarder ce patrimoine pour le bien de notre patrie. À nos dirigeants de regarder dans le rétroviseur pour ne pas être confus par le présent, car comme le disait l'autre, certains pensent que l'intuition est un don, mais c'est aussi une malédiction. Bonne et heureuse année 2025, tout le bonheur pour la Guinée. Dieu continue de bénir ce peuple. Au menu de ce premier numéro de l'année, comme à l'accoutumée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2024 dans un discours fleuve. Le chef de l'État est revenu sur les grandes réalisations de l'année 2024 tout en énumérant les défis à venir. D'abord, un vibrant hommage aux victimes et sa solidarité avec les familles des victimes de la tragédie est survenue le 1er décembre 2024 en Nzéré-Corée. Ensuite, les avancées diplomatiques, les grandes réformes, les différents axes de la refondation, les engagements en faveur de la santé et de l'éducation, les progrès économiques et le programme Simandou avec la vision 2040. Comme grande annonce, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, la tenue du référendum en 2025 et la reprise des activités politiques hors des QG. Nous décryptons et analysons cette adresse qui était attendue comme le crépuscule en plein Ramadan. Affaire 100 millions de francs guinéens à Sanoya, des membres de la délégation spéciale accusent le président Ali Mandé Mansa Keïta de présumé détournement ou tout au moins de gestion opaque. Il est pointé du doigt dans l'orientation d'une somme autre que dans les activités d'intérêt public. Un partage inégal a été le catalyseur pour mettre à nu une pratique qui, si elle s'avère, serait un enrichissement sur le dos des pauvres populations de Sanoya qui manquent pourtant de nombreuses infrastructures. Les deux camps se rejettent la responsabilité, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette affaire où chacun tire le drap de son côté? Yaya Diallo a tenté de retrouver l'aiguille dans la botte de foin. Les États africains coupent au fur et à mesure le pont avec la France. Depuis quelques mois, le retrait des troupes françaises est sollicité par de nombreux pays africains après les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire rejoignent la danse. En 2025, l'armée française ne sera plus la bienvenue dans ces pays. Une rupture, même si le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas l'entendre ainsi, ce qui soulève assez de questions sur les relations France-Afrique. On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier numéro de l'an. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous préférer. Vous pouvez réagir en nous écrivant sur le 629 95 67 67 67 plus 224 629 95 67 67. Yaya Diallo, bonjour, bonne année. Bonjour Abdallah, bonjour à tous, bonne heureuse année à tous les Guinéens.
À tous les Guinéens et à tous de Guinée et d'ailleurs, hein, il faut le dire. Merci. Allez, bonne année, bonjour Mohamed Leba. Bonne année à l'univers, bonjour à tous, voilà. Bonne année du côté de Colisson. Bienvenue en 2025, l'année de tous les défis. Nous espérons que cette année sera une année prospère pour la Guinée, une année de paix, de longévité et de quiétude sociale. Nous savons que les défis sont énormes pour la République de Guinée, mais nous osons croire que cela peut être, en tout cas les objectifs escomptés peuvent être atteints en cette année. Yaya Diallo, je commence par vous. On y va avec ce discours, cette adresse à la nation du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui était très attendu, je l'ai déjà rappelé, avec beaucoup de pans, un discours fleuve ou une adresse fleuve. On a vu quand même le général Mamadi Doumbouya s'étaler sur 49 minutes, 50 minutes presque, en allant axe par axe, jusqu'à revenir vers le pan très attendu, c'était l'aspect politique aujourd'hui. On n'a encore pas de nouvelles par rapport aux élections présidentielles, mais une autre nouvelle tombe comme en 2024, le référendum qui va être encore organisé dès le premier trimestre, selon le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Absolument, c'est un discours très attendu, parce que sa parole fait rare. Les Guinéens ont besoin de l'entendre, c'était une occasion solennelle. Je pense que ce qui fut fait vous me permettez de commencer par la forme, juste placer des mots pour dire que je n'arrive pas à comprendre quand même au niveau de la direction de l'information et de la communication, du côté de la présidence, qu'on puisse nous fournir de telles images. Je ne sais pas si c'est peut-être c'était le président, je ne peux pas le croire non plus, mais de ce côté-là, je pense qu'il y avait quelque chose à revoir. Nos amis de la présidence... Assez de choses à revoir. Enfin. Donc, je pense que... Côté réalisation, cette année, ça n'a pas marché. Non, mais absolument. On ne voyait presque pas le visage du président. Absolument. Les lumières manquaient. Il faut se le dire. En fait, il faudrait qu'on change les habitudes en République de Guinée. Quand ce n'est pas bon, il faut le dire. Après, c'est ça, honnêtement. C'est ça, pas bon. C'est-à-dire que... La forme, elle n'était pas bonne. C'est une unanimité, même ceux qui n'ont pas été à l'école quand même, et qui ont suivi, parce que c'est tous les Guinéens quand même qui l'ont suivi. C'est le chef de l'État. Tout le monde est d'accord que c'était très mal fait du point de vue image, mais aussi, si vous avez constaté à la fin du discours, ce speech qui s'est passé, et vous comprendrez par là que c'est quelque chose qui n'a pas été de fond en comble, certainement, disons, vérifié par un certain nombre de spécialistes. Vous parlez de la réalisation, je crois que tout est parti de là. C'est là où se trouve le problème. Et je pense que, à la limite, c'est une faute. À la limite impardonnable, puisqu'il s'agit du chef de l'État. Et c'est une occasion solennelle. On devrait quand même pouvoir soigner son image, éventuellement trouver le décor qu'il fallait pour cette présentation solennelle. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Le deuxième aspect, vous avez parlé d'un discours fleuve. De ce côté-là, j'ai envie de connaître ceux qui ont rédigé ce discours-là. J'ai envie vraiment de connaître, parce que tout simplement, on pouvait quand même, disons, raboter ces discours-là, puisqu'il y a eu quand même trop de tautologie, de va-et-vient sur un certain nombre de choses, ou sur les mêmes sujets. On aurait dit quand même pouvoir avoir le professionnalisme qu'il fallait, comme c'est fit le cas de certains de ces discours qui sont très bien soignés et qui obéissent à un certain nombre de règles. Donc je pense que ça devrait être fait. Dans le discours du chef de l'État, il a voulu, de manière générale, aller en fonction de ce que vous venez de rappeler ici, les grands axes de la refondation ou de la transition. Il est allé de là, je crois que c'est le social, c'est l'économie, enfin c'est la politique, parce que beaucoup, comme vous l'avez dit ici, l'attendaient sur tous les sujets qui concernent la nation, notamment le sujet politique, puisque c'est ce qui quand même, disons, attire l'attention des uns et des autres et qui suscite la curiosité de l'opinion nationale et internationale sur comment peut-on organiser les élections ou à quand les élections doivent être organisées dans notre pays. C'est le point, disons, focal. Mais pour un premier temps, je vais obéir moi-même à cette règle dans le cadre de son discours.
Il a commencé par la diplomatie avant d'abord de présenter ses condoléances en ce qui concerne les événements malheureux du Zérékoré, ce qui est tout à fait normal, même si nous avions déploré quand même le retard acquis dans ce sens-là. Il en a fait cas. Il est revenu, il a rassuré les autres. Nous attendons de voir de ce côté-là aussi la poursuite des enquêtes. C'est un élément très fondamental. Ensuite, c'est la diplomatie. Et il a commencé par la diplomatie et la prouesse enregistrée dans le cadre de cette politique internationale. Donc notre diplomatie de manière générale en République de Guinée ici. De ce côté-là, j'avoue qu'il y a eu des avancées. Il faut le signaler. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Maurice Sanda, quoi qu'on puisse dire, est en train d'abattre un gros boulot de ce côté avec toute l'équipe. Hein, parce qu'après tout, le ministère, ce n'est pas seulement le ministre. Tout à fait. Il y a des techniciens dans l'ombre qui travaillent. On ne les voit jamais. Mais ce sont des personnes qui se battent corps et âme pour pouvoir propulser, en tout cas, ce département. Aujourd'hui, qui fait renaître la Guinée. Absolument. Il faut le rappeler aussi avec l'appui du chef de l'État. Oui, avec l'appui du chef de l'État. Il a son soutien personnel. Il faut le signifier de passage. Je pense que ce sont ces aspects-là qu'il faut souligner de ces côtés-là. Il parle plus de 40 représentations diplomatiques. C'est un fait aujourd'hui. Nous constatons que la Guinée, de ce point de vue, ne recule pas. Il y a des avancées. Ça, c'est une chose qui saute aux yeux aujourd'hui. Alors, ensuite, c'est le message d'unité nationale qu'il avait bien voulu, disons, faire passer. Et je pense qu'il a signifié, il a soulevé quelque chose de très fondamental. C'est la complexité de l'histoire de notre pays. Là, honnêtement, tu reviens sur un point qui m'a quand même touché. Honnêtement, ça m'a touché, ça m'a affecté, ça m'a rendu triste. Vraiment. Au fait, j'ai l'habitude d'avoir sur des plateaux des ministres qui me disent toujours l'héritage est lourd. Mais après, le sens, ce discernement, je ne parvenais pas à l'avoir. Tout à fait. Mais hier, le 31 décembre, à suivre le président, vous savez, dans un discours, pour nous journalistes, pour les communicants qui nous suivent, le gestuel est très important. Absolument. Dans le gestuel, on sent le poids du message que vous véhiculez. On sent, si tu l'as remarqué même aujourd'hui, moi, dans mon introduction, il y avait beaucoup de tâtonnements parce que le poids du message qu'on donne est là. Tout à fait. J'ai vu quand même un président qui mesure l'ampleur. Et je l'ai dit, pour cette année, les défis sont énormes, très énormes. Sans paix, sans quiétude, sans compréhension, honnêtement, on ne le souhaite pas. On n'aboutira à rien. On n'aboutira à rien. Ça, c'est quelque chose. Il faudrait à un certain moment qu'on arrête et qu'on puisse regarder ensemble vers l'avenir. C'est la seule solution d'ailleurs. C'est un passage obligé. Nous l'avons réitéré ici. Cette complexité, nous la connaissons. Et je pense que le fait de le reconnaître est un aspect, c'est une avancée. Je pense que dès l'instant que le mal est circonscrit, je pense que le soigné ne pourra pas constituer un problème. Encore une fois, si on est amené, ou disons, on a la volonté qu'il faut. C'est cela aussi. Et la complicité de notre histoire remonte de 1958. Certains diront que c'est bien avant que cela même d'ailleurs. Donc pendant la colonisation. Je pense qu'on l'avait dit ici à l'occasion de nos différentes fêtes nationales, ici dans ce studio, qu'il faut procéder à une justice transitionnelle. Nous sommes dans une transition et j'ai cru comprendre que le général s'inscrit dans ce sens-là ou peut-être il regarde dans cette direction. J'ose le croire. Parce qu'il est allé plus loin pour présenter au nom de la responsabilité de ce qu'il considère comme étant les pères fondateurs toutes ses excuses à l'endroit du peuple de Guinée. C'est symbolique, mais on ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Il faut mettre en place tout le mécanisme qu'il faut pour qu'on puisse procéder à cela. On en a besoin aujourd'hui. Tous les Guinéens et puis des pays de justice, conscients de notre histoire et de notre avenir, sont tous unanimes aujourd'hui. Il faut absolument mettre en place un processus qui peut permettre de réconcilier les Guinéens et permettre les Guinéens de regarder vers la même direction. C'est ce qui va nous permettre d'amorcer un véritable développement. Ce n'est secret pour personne. Ce qui nous ont gouvernés, je crois qu'ils sont tous, aujourd'hui, vous posez la question à un Alpha Condé, il vous dira que seule l'unité nationale peut faire bouger un certain nombre de choses. Il vous le dira. Et vous voyez-vous, dans ces messages, il
il revient à tout bout de champ sur ça. L'unité. On ne peut rien faire sans l'unité. Ça, c'est une évidence. Personne, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui cherchent le pouvoir aujourd'hui, personne ne peut prétendre gouverner dans une instabilité ou dans une crise politique ou sociale. Il faut créer toutes les conditions pour que nous puissions avoir un consensus autour duquel nous pouvons, disons, construire notre avenir dans ce pays-là. Et je pense qu'il est conscient de cela. Nous attendons que le président puisse mettre en place, encore qu'il puisse fournir d'efforts et mettre en place, disons, tous les paramètres d'une justice transitionnelle. Il a reconnu, et nous sommes tous d'accord qu'aucun régime n'est parfait. Ça, c'est pas une particularité guinéenne. C'est valable pour tous les États. Donc, je pense que de ces faits, admettons que ce n'est pas l'apanage de la Guinée, et que ça se passe un peu partout, mais la différence c'est qu'à un certain niveau, ces différentes sociétés ont pu avoir des hommes et des femmes capables, disons, de se remettre en cause, de lire l'histoire, de voir la réalité en face, et je crois que de se mettre, disons, dans le feu de l'action pour pouvoir changer la donne. On en a besoin dans ce pays-là aujourd'hui. Abdallah, nous sommes des Guinéens, nous sommes une famille, nous devons l'être. Et nous nous connaissons dans ce pays-là. Vous avez eu la chance, vous avez pratiqué presque toute la Guinée. Vous avez disons, des liens un peu partout à travers toutes les régions. Il en est de même pour Mohamed Loba, il en est de même pour moi. Nous connaissons effectivement qu'à un certain niveau, et à ce stade-ci, la Guinée a besoin, disons, d'une véritable réconciliation nationale au-delà des mots que nous avons entendu de par le passé ici. C'est un passage obligé. Après le développement et tout ce qui s'ensuit, ça viendra tout aisément. C'est ce qu'on a besoin. Et finalement, puisqu'on parle de son discours, il revenait encore sur l'économie. Il faut qu'on insiste là-dessus. Sur l'économie, il a avancé un certain nombre de chiffres dont tout le monde est unanime aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le taux de croissance qui est de 6,1%, c'est connu de tout le monde. Donc, disons, de ce point de vue, nous sommes en avance. En chiffres, en chiffres par rapport à un certain nombre d'États. Même si sur le terrain. Tout à fait. Par rapport à un certain nombre des États, notamment ceux qui sont en transition aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, nous sommes en avance de ce côté-là. Alors, on parle d'un taux d'inflation aussi à 7%, qu'il lui-même considère, le président dans le discours, il pense que l'inflation est maîtrisée. Il parle d'une inflation maîtrisée de 7%. De ce point de vue, je pense qu'au Sénégal, on est à 10%. Donc, voyez-vous, donc, avec les chiffres, toujours. Donc ça va, avec les chiffres. Nous attendons que cela puisse être encore beaucoup plus visible dans le panier de la ménagère, parce que c'est cela aussi, c'est la finalité. Directe. Oui, c'est la finalité d'une bonne politique nationale. Ça se répercute automatiquement sur le panier de la ménagère et ça permet à chacun, disons, d'avoir un pouvoir d'achat plus ou moins aisé et de faire face à un certain nombre de besoins fondamentaux. Ensuite, il parle d'un taux d'endettement de 33%. Vous savez, il y a de ces États aujourd'hui, ils sont à 50%, d'autres à 60%. Qui ne sont même pas en transition. Absolument. Absolument. Qui sont dans des régimes démocratiques. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en cela que j'ai dit, c'est quelque chose de très fondamental aujourd'hui. Nous avons besoin dans ce pays-là, le débat se pose, on a besoin, si nous parlons d'une souveraineté, la souveraineté politique, oui, mais la souveraineté économique d'abord. D'abord. Oui. Il faut qu'on soit économiquement souverain, et ce n'est pas le cas. Ces partenariats internationaux à travers un certain nombre d'institutions, nous sommes dans, disons, dans une dépendance économique. Donc, ce qui sous-entend une autre forme de colonisation, puisque le taux d'endettement du continent, c'est insupportable, Abdallah. Si on parle de manière générale, il faut oser le dire. Absolument insupportable. Il faut oser le dire. Avec ce schéma, on va beau avoir de beaux discours pour amorcer un véritable développement, on n'en aura pas. Et toutes les richesses du monde, absolument, dire. Absolument. Et donc, il faut d'abord réfléchir ensemble de manière collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nos chefs ne regardent pas dans la même direction. C'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. On aurait dû faire face à ces problèmes, cet endettement qui aujourd'hui nous a pris au cou. On ne peut pas s'émouvoir. Donc ça veut dire que c'est eux qui nous dictent ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pourquoi vous entendez par-ci, par-là des accords de prêt, des appuis budgétaires, un peu partout. On a besoin, c'est vrai qu'aucun État ne peut se développer à vase clos. On a besoin de s'ouvrir. Mais cette ouverture-là, elle doit être, disons, réciproque.
et à la limite rationnelle. On ne peut pas continuer comme ça tout pour cent de tendre la main aux autres. Nous voulons être indépendants et de l'autre côté vouloir avoir un discours politique souverain. C'est totalement contradictoire. Oui. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, l'économie, que nous puissions être en mesure de soutenir, de financer nos propres projets à un certain niveau. Il faut le faire. Certains États l'ont tenté. C'est le cas aujourd'hui du Rwanda qui, à un certain niveau, semble être plus ou moins stable. Donc, ce qui amène son président, Paul Kagame, à un certain niveau, d'avoir ce langage de vérité vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Cette légitimité est légitime. Tout à fait. Cette légitimité est légitime. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut jouer avec les mots, mais c'est ce qui est vrai. Tout à fait. Et on parle maintenant de politique. Le dernier pas abordé par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Parce qu'on a l'impression qu'en Guinée, que chacun, tout le monde, s'appesantit sur ce pain. Ouais. Oui, économiquement, on ne voit pas. Socialement, les gens ne voient pas. C'est vrai que ces progrès existent. Mais pour l'opposant qu'ils sont, ils vont toujours poser la question à quand les élections, pas quand le développement. La question ne s'est jamais véritablement posée en Afrique. En Afrique, toujours, c'est à quand les élections. S'il ne peut pas, il faudrait qu'il quitte. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya n'a certes pas abordé les questions d'élection présidentielle, ni à la base, ni au sommet, puisqu'on parle d'élection en général, je voulais dire, mais le référendum, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans une constitution acceptée de tous. Là, moi aussi, je saisis cette occasion pour féliciter le Conseil national de transition. C'est vrai que tout n'a pas été rose. Oui, dans la démarche, le Conseil national de la transition n'a pas respecté les délais de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, que nous ne savons pas, qu'ils savent, mais nous avons quand même vu le président de la transition remercier quand même ses honorables conseillers. Comme il l'a dit, je répète ces termes, il remercie les honorables conseillers pour le travail abattu. Mais une phase très importante reste. Il faut une autre étude à cet avant-projet de constitution. Merci beaucoup. J'en venais. C'est tout. J'en venais. Merci, chef. J'en venais. J'en venais. T'inquiète pas. J'ai suivi aussi avec beaucoup d'attention. Ouais, on l'a suivi. C'est... Enfin, peut-être on le saura davantage. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est assez clair qu'il y a Anguille sous roche de ce côté-là. Il y a de problème. Maintenant, comment peut-on résoudre ces problèmes-là alors qu'en réalité, on nous parle d'un panel d'experts constitutionnalistes guinéens. J'ai aimé le mot guinéen. C'est quelque chose de fondamental. Des Guinéens, c'est bien. C'est doublement bien. Parce que ce sont des Guinéens qui auront cette chance de mener des études approfondies. Finalement, c'est prononcé sur un certain nombre d'éléments. On ne dira pas qu'on nous a imposé. Tout à fait. Une constitution. Ce sont des Guinéens qui vont analyser notre constitution, qui auront le poids de l'histoire. Tout à fait. Demain, on ne dira pas c'est le général Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Ça, c'est aussi un autre aspect. On a connu ici, tout récemment aussi, avec un certain nombre de constitutionnalistes qui se sont fourvoyés à travers l'histoire, à travers cette constitution de 2020, le troisième mandat de Prosper Alpha Condé. Mais finalement, ils sont dans, disons, dans les caniveaux de l'histoire, tout simplement. Mais c'est ce qui est grave. Ce qui est grave, malheureusement. Oui. Donc, l'année 2025, le président parle d'une année électorale. Une année électorale, mais plus loin, il semble être beaucoup plus précis quand il parle de la tenue du référendum. Dès le premier trimestre. Le premier trimestre. Parce que, avec le référendum, nous osons croire, parce que nous avons écouté quand même les conseils nationaux à travers son président, Dr Dansa Kourouma, qui nous a signifié que, à leur niveau, tout est presque prêt. Et que le CNT ne constitue en rien un obstacle quant à la tenue de ce référendum, même en 2024. Il avait dit ici, à leur niveau, vraiment. Sauf que au niveau du CNT aussi, on brille beaucoup plus avec des consultations, je n'en sais pas le nombre. Et finalement, encore, on a initié une autre consultation. C'était la dernière phase, je crois bien. Mais il le disait. Est-ce un langage politique ou pas? À l'évidence, il n'y a pas eu le référendum constitutionnel en 2024. Malheureusement. Malheureusement. La faute à qui? La faute à tous les niveaux. Au niveau du CNT, au niveau de l'État, il n'y a pas eu une volonté exprimée de part et d'autre. Volonté exprimée financièrement, humainement, matériellement. Pour que cela soit ainsi, ça aurait pu quand même constituer un véritable pas
vers la tenue des autres élections. Est-ce qu'on a quelle garantie que le président, l'État guinéen pourra organiser ce référendum? Encore une fois, c'est des annonces. On nous parle du premier trimestre. On verra bien. C'est fil au camp en 2024. Et je pense que nous osons croire que l'année 2025, comme on l'a dit ici, ça va être une année électorale. Et pour terminer, quelque chose de très fondamental, c'est cette liberté politique désormais accordée aux uns et aux autres. Et c'est là, je vais devoir te couper pour revenir vers Mohamed Leba. Une année électorale avec une certaine liberté désormais accordée aux partis politiques, aux acteurs politiques, mais réglementée. Le président y a insisté. On ouvre le bal, mais on encadre vos activités. Oui, je crois que c'est normal dans un pays qui se veut quand même, qui veut se faire respecter. Il faut quand même établir des règles à tous les niveaux. C'est un discours qu'on ne finirait d'analyser sur la forme, sur le fond, parce que, vous l'avez rappelé, il y a eu quand même d'abord des ratés sur la forme, parce que la forme souvent, et quand même guide le fond. Et parce que pour des professionnels que nous sommes, si vous regardez la forme avec tout ce qui s'est passé, et ces images et autres, ça renvoie même, ce sont des images qui contrastent quand même avec, disons, vous allez m'accepter cela, disons la période coloniale où carrément on voyait des images noir-blanc. Et puis voilà, on ne comprend pas. Je ne sais pas si les gens ont été pris au dépourvu. Est-ce que ça a été fait à la dernière minute? Est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce que... Voilà, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser sur, disons, cette forme-là, et notamment ces images, parce que vraiment, elles n'étaient pas de qualité. Et c'est une adresse à la nation. Et de qui? Du chef de l'État, du président de la transition, de celui qui dirige le pays, c'est-à-dire le premier patron du pays, si on peut le dire comme ça, et vouloir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu vraiment causer. Et puis Michel nous donne les images à l'instant. Vous voyez, regardez, c'est comme si vous venez dans une cour et où vous trouvez que les lumières sont à moitié éteintes et on vous dit, tenez-vous. Attends, pourquoi toutes ces lumières, il faut mettre du rouge, du jaune, du vert? Les gens, ils exagèrent, hein? Il y a déjà le drapeau. Évidemment, je ne sais pas c'est quel type d'innovation, mais franchement, il y avait beaucoup à faire. Le problème guinéen, c'est ça. Hein? Tout le monde veut qu'on soit confondu aux couleurs de la nation. Mais attention, le drapeau, les couleurs de la nation ne doivent pas être utilisées pêle-mêle. Partout. Évidemment, mais c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est comme si vous voyez des gens, par exemple, qui écrivent du n'importe quoi sans tenir compte de ce qu'on appelle le code typographique. Ouais. Donc, ça y va. C'est la même chose aujourd'hui. Regardez, je crois qu'il fallait juste s'inspirer des autres discours de Mamadi. L'année dernière, ce n'était pas pareil. Ou regarder chez les autres. Ou regarder chez les autres, par exemple. Je crois que c'est facile aujourd'hui quand il s'agit d'organiser ou de rédiger de tels discours. Maintenant, allons-y au fond pour parler de la longueur de ce texte-là. C'est que c'est. Oui, elle l'a déjà rappelé. On ne va pas s'attarder. C'était titanesque. Bien. Incompréhensible. On a juste, on a compris que c'est comme si c'était le condensé d'un journal de l'an qu'on était en train de faire. C'était plus long que notre journal de l'an. Effectivement. C'était 50 minutes, nous on a fait 43. 43 avec ce n'est pas la même chose. 8 ou 9. Je parle du contenu, c'est que c'est la même chose où vous êtes obligé de revenir point par point parfois, parce que quand vous êtes trop long, vous risquez de vous répéter et malheureusement, ce fut le cas dans le discours. Par rapport au point, je crois que déjà c'était un rappel concernant les différentes réalisations opéré quand même au cours de l'année 2024 et même, disons, bien avant 2024. Ça a été une année sur le plan économique, il l'a rappelé, il l'a commenté tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais je crois aujourd'hui, il ne faut pas trop se réjouir. Il faut quand même se dire qu'il faut aller de l'avant et c'est là la CRIEF devrait intervenir parce que
aujourd'hui, ce qui empêche en grande partie le pays d'évoluer, je crois que ce sont ces cas de malversation financière. On en parlera à un autre cas tout à l'heure. Ces cas de corruption, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, surtout enrichissement illicite. Et blanchiment de capitaux, peut-être on en parlerait peu, mais quand on parle d'enrichissement illicite, parce que les gens sont tout simplement en train de s'enrichir dans le dos, c'est-à-dire de pauvres populations, en train de puiser dans ce grenier de l'État, et tout simplement parce qu'ils sont en train de se servir au lieu de servir la nation. Bien. Revenons à la politique. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya ouvre le bal, je reviens encore sur cette question, ouvre le bal pour les acteurs politiques. Les activités politiques peuvent se tenir hors des QG. Aujourd'hui, une très bonne nouvelle, mais le pain, il faut, est-ce que je vais appeler ça un guet-apens? C'est la loi qui encadre ces activités. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour dire, vous avez cette liberté, vous avec des limites? Oui, mais c'est une liberté conditionnelle, parce que s'il y a des limites qui sont imposées, il faut quand même comprendre que ça a trait à des conditions, même si on ne le dit pas de façon apparente. Comment ces activités vont se tenir, ce sont ces règles-là qui doivent être définies à ces partis politiques-là, parce que nous sommes dans un contexte très sensible, il faut le rappeler. Et lui-même aujourd'hui, en tant que président de la transition, il pèse, c'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas, il voit ce poids qui pèse sur lui, et il y a la responsabilité de tout un chacun qui se trouve dedans, parce que nous le savons, les raisons pour lesquelles il y a eu cette restriction de liberté des formations politiques, notamment cette restriction qui les a seulement amenés à tenir les activités au sein des QG, parce qu'il y avait assez de manifestations à l'époque. On se rappelle encore, il y a eu des cas de mort, il y avait des velléités aussi ou des intentions, comme aujourd'hui même d'ailleurs affiché, de retourner encore ou de saisir à nouveau la rue pour se faire entendre. Je crois que la meilleure façon pour éviter tout cela, c'est le dialogue. S'il y a le dialogue, il peut y avoir d'entente, parce que de l'autre côté, on ne dira pas demain, parce que le président a fermé toutes les portes d'un dialogue franc pour mettre tout le monde d'accord afin de sortir de cette transition. Peu importe ce qu'on dira. On peut parler de développement, on peut parler d'initiatives allant dans la construction de notre pays, mais nous sommes dans une période de transition. Une période de transition, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un pouvoir régulier. Nous sommes dans une irrégularité, peu importe ce qui se passe. Dans une exception. Dans une exception, une période très sensible aussi, il faut le dire. Et il faut aujourd'hui œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est vrai que le président n'a pas été précis sur ces questions-là, parce que tout le monde l'attendait sur ces questions. Il n'a pas été précis, il a été, disons, quand même évasif par rapport à ces différentes réponses. On parle d'élections. Lui, au moins, il a parlé d'élections. Au Mali, on n'a même pas touché. En fait, les conditions ne sont pas les mêmes. Oui, aujourd'hui, les contextes ne sont pas les mêmes. La Guinée, quand même, a su se maintenir. Mais attention, le président a dit qu'il soutenait. Évidemment, il l'a réitéré, mais seulement de quelle façon? Ça, il ne l'a pas dit. Au fait, on est dans une même situation. Mais vous jugez nécessaire de me porter main forte. Ça veut dire que c'est vrai que nous sommes dans une situation, mais c'est-à-dire la mienne, est un peu plus confortable que la sienne. Vous comprenez? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le positionnement de la Guinée quand même sur l'échiquier, enfin disons, continental ou international, c'est différent du cas du Burkina Faso ou un mot, disons, des pays de l'AES aujourd'hui. Parce que la Guinée n'est pas en conflit ouvert avec la CEDEAO. Si vous regardez aujourd'hui, la CEDEAO même est en train de caresser, c'est-à-dire dans le sens même du poil, la Guinée concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que la Guinée, pour la CEDEAO aujourd'hui... Le soutien peut être interprété autrement. Oui, mais si le chef de l'État parle de soutien, est-ce que demain on ne se retrouverait pas au sein de l'AES? C'est des questions. Bon, on est en analyse. Est-ce que la Guinée avait presque, disons, toutes les cartes à jouer pour se retrouver dans l'AES. Mais la Guinée a su politiquement gérer ces cas-là. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé.
Parce que le positionnement de la Guinée avec les puissances internationales n'était pas défini presque ouvertement de toutes les façons. Parce que si vous regardez aujourd'hui les liens du Mali avec la Russie ou les autres pays, c'est presque franc. C'est presque direct. Vous ne voyez pas de contour. Ou c'est une réponse douce quant à la sortie du général Tiani, qui accuse la Guinée d'abriter une base militaire française. Est-ce que ça vous dit, moi je te réponds avec beaucoup de souplesse, parce qu'on a vu quand même en une phrase, je pense que le président a tout résumé. Et il a répondu avec, vous l'avez dit, avec beaucoup de souplesse, tout simplement parce qu'aujourd'hui le positionnement de la Guinée permet à la Guinée, c'est-à-dire d'avoir tout le monde comme étant partenaire. Tout simplement parce que la guerre n'est pas... On n'ouvre pas une guerre avec les gens. Oui. Et aujourd'hui, la Guinée est presque avec tout le monde parce que même si ça se fait au fond, mais ouvertement, vous ne voyez pas visiblement ce cas-là. Si. C'est pourquoi ce soutien que les uns et les autres doivent comprendre. Il ne s'agit pas, par exemple, de dire non, il faut un soutien financier. Mais si vous regardez, par exemple, le Mali, il y a même... Si tout récemment, si j'ai encore de bonnes informations, il y avait des troupes guinéennes qui étaient de ce côté-là, qui étaient en train de combattre quand même ces personnes qui s'attaquent au quotidien. Nous les connaissons, on n'en a pas encore besoin davantage. Ces gens-là aujourd'hui, pour lesquels le Mali a quand même, disons, si on peut se dire comme ça, s'est retiré de tous ces liens avec les autres pays quand même internationaux. Nous le savons, et la Guinée a toujours été là. Donc sur ce pan-là, je crois que le président a juste, il a même d'ailleurs dit que c'était une manière de montrer quand même à l'échelle mondiale que la Guinée avait ce visage quand même, qu'avait ce mot à dire concernant ce concert-là et par rapport à la gestion de l'Afrique tout entière. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi encore sur le plan diplomatique, il faut dire, c'est vrai qu'il y a du chemin à faire, mais beaucoup de choses quand même, il y a des acquis aujourd'hui, il y a des avancées qu'il faut saluer. C'est ça aussi le journalisme. Quand ça va, il faut apprécier. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer pour que ce soit bien fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur le plan d'élection, je crois qu'il y a... je ne dis pas anguille sous roche, mais il y a beaucoup de choses quand même qu'on ne dit pas pour le moment. Vous le savez, il y avait ce référendum qui était annoncé pour 2024. Et je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Le président rappelle que ce sera tenu dans le premier trimestre, si je ne me trompe, de l'année 2025. Mais sans nous expliquer ce qui a empêché la tenue de ce référendum en 2024. Je crois que le préalable, ça devrait être d'abord les explications autour de la non-tenue de ce scrutin-là, enfin de ce référendum ou de cette consultation. En 2024. Ça n'a pas été fait. On devrait nous donner des raisons. Voilà, c'est ce qui a fait. C'est comme ça, c'est ceci, cela. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi on s'est retrouvé sans référendum. Et c'est le premier pas. C'est la porte. C'est d'ailleurs, c'est l'ouverture pour le retour à l'ordre constitutionnel. On peut parler d'un retour à l'ordre constitutionnel, c'est si on a une constitution. La charte de la transition n'est pas une garantie. Aujourd'hui, c'est pourquoi tout le monde est en train de crier sur tous les toits pour dire non, il faut respecter tel article de la charte de la transition, tel. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de constitution. Parce que si c'était la constitution, tous les engagements pris avec cette charte-là ne seraient pas pareils, c'est-à-dire en termes de faisabilité ou en termes de mise en forme ou de mise en œuvre de ces engagements-là avec la Constitution. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai que ces conseillers nationaux de la transition ont fait beaucoup d'efforts quand même dans ce sens-là pour nous offrir un texte qui serait quand même irréprochable sur beaucoup de plans, mais il faut encore aller davantage dans ce sens pour nous permettre de réaliser ou d'organiser ce référendum-là afin quand même d'ouvrir les portes d'une organisation d'autres élections, de la base au sommet. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, vous avez vu encore qu'il y a ce flou qui est entretenu autour et vous allez comprendre, c'est vrai que c'est la grande élection, mais beaucoup de choses restent à dire. 2025, l'année de tous les enjeux et de tous les défis. Nous osons croire que ce gouvernement, cette transition va réussir à travers les belles idées
du général Mamadi Doumbouya qui tient les rênes de notre pays, les destinées donc du peuple de Guinée. Pour le moment, il faut le reconnaître. Nous attendons à ce que ces promesses ou ces annonces soient réalisées comme promis dans l'adresse à la nation. Et nous osons croire que les uns et les autres vont se donner les mains afin de sortir de cette transition qui, pour le moment, tangue. Il faut le rappeler. On parle de cet autre sujet. Diallo, je me tourne vers vous. Affaire 100 millions. À Sanoya, des membres de la délégation spéciale accusent le président Ali Mandé Mansa Keïta de présumé détournement ou tout au moins de gestion opaque. Il est pointé du doigt dans l'orientation d'une somme autre que dans les activités d'intérêt public. Un partage inégal a été le catalyseur pour mettre à nu une pratique qui, si elle s'avère, serait un enrichissement sur le dos des pauvres populations de Sanoya qui manquent pourtant de nombreuses infrastructures. Les deux camps se rejettent la responsabilité, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette affaire où chacun tire le drap de son côté, cher ami? Absolument. Mais en attendant, on ne retrouve pas les 100 millions. Chacun tire le drap de son côté. Mais les 100 millions quand même restent introuvables. On en parle parce qu'on est habitué au gros montant, 100 milliards, 400 milliards, etc. 700 milliards. 700 milliards, oui, c'est le record. 700 milliards. Le record de l'année 2024. 700 milliards. On parle de 100 millions. On parle de 100 millions, c'est important. On parle d'une délégation spéciale, donc d'une nouvelle commune. Ils en ont besoin, même si ça ne peut pas faire bouger un certain nombre de choses, mais des gens qui peuvent avoir des sièges dignes de ces noms, de fonctionner normalement, même si à ce niveau-là, on a senti qu'il y a eu un certain nombre de services quand même qui sont en marche. Au regard du procédé dans le cadre du partage, on a compris par là que il y a son secrétaire général, le receveur communal, il y a un certain nombre de conseillers, je crois, qui sont proches du président. On a compris quand même il y a là, disons, le minimum qu'il faut au niveau de la commune de Sanoya. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est comment les 100 millions ont été obtenus pour la commune de Sanoya. Pour un premier temps, d'autres parlent d'un don de l'ANAFIC, une subvention. Certains ont cru comprendre que c'était, disons, une subvention aussi qui vient du gouvernorat, donc du ministère de l'administration, puisque ça passe par le gouvernorat, pour pouvoir remettre ça au niveau de ces différentes donc ce n'était communes. pas une subvention. Absolument. Il faudrait qu'on compte cela. Ouais. À jamais, les 100 millions n'étaient pas une subvention. Ce n'était pas du en tout. aucun cas, le MATD n'a remis 100 millions au PDS. Absolument. Bien. Ce n'était pas le cas. Et il faut le dire encore une fois, ce montant ne concerne que les nouvelles communes. Des nouvelles. Les nouvelles communes, nous avons insisté là-dessus, alors qui est le donateur de cet argent, si ce n'est pas l'État. On nous a signifié que c'est un expatrié, un béninois, qui aurait travaillé sur un document. Je crois que c'est un document de faisabilité de ces différentes communes-là. Il n'avait pas en temps réel reçu son dû. Après avoir reçu cela, maintenant, il a décidé en partie de retourner un bon montant au niveau de ces différentes communes-là qui viennent de naître. À travers le gouvernorat. À travers le gouvernorat. Bien. De la ville de Conakry. Précision importante. Tout à fait. Des nouvelles communes qui ont besoin d'un certain nombre de choses. Voyez-vous, Abdallah, un Béninois ou un Ivoirien ou un Français décide d'accorder un don. Est-ce qu'il était obligé? Non, il n'était pas obligé. À des communes, des nouvelles communes qui ont besoin d'un certain nombre de choses. Une part financière de son expertise a été donnée à ces communes dans le cadre de leur fonctionnement, de leur développement. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Très important. C'est ce qui a été fait. Finalement, le montant déclaré par le gouvernorat. Donc ça veut dire que les 100 millions aussi dans la commune de Sonfonia, ma présidente a reçu. Quoi. Tout à fait. Bien. Vous êtes alerté. Non, c'est déjà compris. Hein. On te voit venir. Si Yaya vient de donner un détail important. Très important. Il dit que ces 100 millions sont destinés aux nouvelles communes. Aux nouvelles communes. Moi, Sonfonia, c'est une nouvelle commune. Lambani, c'est une nouvelle commune. Bessia, c'est une nouvelle commune. Absolument. On parle aujourd'hui de Sanoya, mais demain, il faut, après cette émission, il faut aller à la Bessia. Après cette émission, il faut aller à la Bessia. Tout à l'heure, je sais qu'il nous écoute. On va aller rencontrer le PDS. Lui aussi, il va nous dire comment il l'a utilisé. Mais pour le moment,
Restons à Sanoya. Bien. Ne mêlons pas les Ouais, personnes. tout à fait. Restons à Sanoya. Oui, on verra bien. Peut-être Oui. Mandé Mansa n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Pourrait pas être le seul Bien. dans ce Bien. cas-là. Pourrait ne pas être Pourrait le ne seul. pas être seul. Oui. Donc, voyez-vous, et finalement, les conseillers ont cherché à savoir qu'en est-il de ce montant. Naturellement, le premier concerné et qui devrait être interrogé dans ce sens était le président de la délégation spéciale, en l'occurrence Mandé Mansa. On a posé la question, ils sont allés vers lui, ce qui est tout à fait normal, on a posé la question sur la destination de ce montant. Alors, pardon, à un certain niveau, il a tenté de dénier les choses, d'avoir des artifices autour de ses explications. Finalement, de bout en bout, il s'est rendu compte que ces gens-là avaient un certain nombre d'informations, ce qui les a amenés d'aller vérifier au niveau du gouvernorat pour voir effectivement. Donc, cher ami, après s'être rendu compte qu'il y a 100 millions qui ont été remis au PDS, ils ont interpellé le PDS, qui avait tous les arguments du monde. Tout à fait. D'accord. Après cela, puisqu'ils n'avaient pas gain de cause, ils se sont, comment on dit en justice, transportés ou déportés? Bon, enfin, les deux. Déportés, ils se sont déportés au niveau du gouvernorat. Qui a filé l'info, Yaya Diallo? Non, pas ton informateur. C'est le gouvernorat maintenant qui a filé l'info. Tout à fait. J'y arrive. C'est le gouvernorat finalement qui a dit, écoutez, il s'agit de 100 millions. On avait accordé à la commune les 100 millions. Maintenant, la question était de savoir où sont partis, puisque maintenant c'est vrai, c'est la voie officielle, c'est le gouvernorat. Le monsieur n'avait pas où s'échapper. Et finalement, selon les mêmes informations, il y a eu un partage de ces montants. C'est pourquoi, voyez-vous, j'avais parlé, disons, j'avais cité le gouvernorat et la délégation spéciale. 70 millions, les 70 millions sont partis au niveau de la délégation spéciale, les 30 autres millions sont restés au niveau du gouvernorat. Marimassa, 100 millions sont sortis. Le gouvernorat a enlevé sa part. Tout à fait. 30 millions. Les 70 millions sont allés. Tout à fait. Bien. Maintenant, qui l'a soustrait au niveau de cette somme, je vais parler de cette somme, au niveau du gouvernorat. Qui a reçu les 30 millions? 30 millions. Pas reçu, qui a pris? Ah, ok. Qui a pris? Qui a pris? Est-ce possible, sans que la gouverneure ne soit au courant, la question reste posée encore une fois à ce niveau-là. Alors, les 70 millions sont revenus au président de la délégation spéciale. Je pense que vous en avez autant d'informations que moi, comment lui-même, dans sa stratégie, avec une intelligence très affinée, comment il a su partager ça. Je peux me tromper, mais on me dit qu'il a pris plus de 10 millions. Lui seul. 15 millions, lui seul. Ah, ok. Plus de 10 millions, c'est pourquoi je reste présent. Plus de 10 millions. C'est pourquoi je reste là. Plus de 10 millions. Son vice aussi a reçu plus de 10 millions. Après, le secrétaire ou la secrétaire aurait reçu quelque chose autour de 5 millions, si je ne me trompe, selon les informations glanées ça et là. Tout à fait. Mais où est parti maintenant le problème? Aujourd'hui, où est le reste de l'argent? Le reste de l'argent, ce qu'il avait tellement imaginé qu'il y avait même certains conseillers qui devraient recevoir 1 million. Ça va très bien. Et c'est l'élément déclencheur. L'élément déclencheur parce que l'écart, vous savez, on est en Guinée ici, il y a certains qui peuvent, certains rebelles, partout il y a des rebelles qui peuvent se poser un certain nombre de questions. Donc je suis sûr, donc j'ai raison de dire que c'est un partage inégal qui a attisé le feu. C'est tout. Bien. Sinon on n'allait jamais l'apprendre. Absolument. C'est-à-dire que si Mandé Mansa était juste dans le partage, comme on le dit, et que chaque conseiller avait reçu quand même, disons, 4 millions ou 5 millions, avec la parité qu'il faut, j'allais dire, quoi. Ça n'allait pas avoir de problème. Au regard de ce que j'ai pu constater, parce qu'il faut écouter les uns et les autres pour comprendre tout cela. C'est vrai par après, on nous a fait comprendre que on en avait besoin, parce que certains disent que même si ce montant-là était disponible et que qu'on les avait tendu la main, ils n'allaient pas accepter parce que le besoin est là et Sanoya a besoin d'un certain nombre de choses. C'est ce qu'on a avancé. Et jusque-là, c'est valable, parce que comprenons que le deal n'a pas marché. Le monsieur a été gourmand, ça c'est un aspect, mais
Dites-nous, Abdallah, comment se fait-il que dans une situation, nous savons que nous sommes confrontés à des problèmes de financement dans ce pays. Nous avons soulevé ici, pour ces nouvelles communes-là, tu sais ce qui se passe au niveau de Sonfonia, au niveau de la Maille, un peu partout, au niveau de ces différentes délégations spéciales. Nous savons que ces gens-là, à un certain niveau, certains erraient dans les quartiers, c'est-à-dire que c'est des chaises mobiles, d'un point à un autre, ils n'avaient pas eu tout ce qu'il fallait. Et le cas de Guéchia, je ne sais pas si les choses ont évolué, en est une illustration, parce que tout simplement, le minimum n'était pas là. Ceux qui ont eu la chance, parce qu'il y a certains aussi, il y a eu de bonnes volontés qui ont décidé de mettre à la disposition de ces délégations spéciales-là un certain nombre de choses, notamment des locales et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Mais comment peut-on imaginer, dans une situation comme telle, nous savons très bien comment se porte notre capacité de mobilisation des ressources. Nous faisons face à un certain nombre de défis. Nous sommes dans une transition. Donc ça veut dire que les financements extérieurs sont limités. Et le peu qu'on a eu, c'est 100 millions. Nous savons très bien que 100 millions ne peut pas quand même faire bouger une montagne au niveau d'une commune. Nous le savons très bien. Mais quand même. Abdallah, nous le savons bien. Vas-y, je te laisse aller au bout. Oui, tout à fait. Parce qu'on a 9 minutes avant d'aller au top horaire. Tout à fait. Donc, c'est pour autant dire que il y avait, comme certains conseillers l'ont dit ici, des écoles qui n'ont pas de table-banc. Ça pouvait résoudre un problème. Il y a un certain nombre d'infrastructures, disons, de base, dont il fallait réhabiliter au niveau de faire une action. Tout à fait, une action concrète. Moindre ou pas, tout à fait. Mais une action, une petite action, tout à fait. Pour dire que oui, sur les 70 millions, après que les loups et les léopards, après le partage des loups et des léopards, je reste sur le mot loup et léopard, on a reçu 70 millions. Parce que même le fait de laisser 30 millions au niveau du gouvernorat est un frein pour le développement de ces collectivités. Honnêtement. Et c'est en cela que j'ai dit que... Et qui a reçu ces 30 millions de ce côté? 30 millions fois le nombre de nouvelles communes en République de Guinée et ici à Conakry d'abord, simplement ça fait l'affaire de ces rescueurs. Ouais. On va aller vers eux peut-être demain. Pour le moment, on va s'accentuer sur les communes. 570 millions, Yaya. On ne se la partage pas. On ne se la partage pas. On ne se la partage pas. Les 100 millions, disons, les 100 millions, et malheureusement, c'est là où tout est parti. Parce que, disons, tel gouvernorat, telle commune, aujourd'hui, nous osons croire que, on peut le dire sans risque de se tromper, que ces différentes délégations spéciales fonctionnent à l'image du gouvernorat, à la limite. Oui, et laisse-moi aller. Madame la gouverneure ou le gouverneur. C'est ça, le premier. Donc, madame, aujourd'hui, il faut quand même aider ce peuple, hein, honnêtement. Vous êtes une brave dame. Ouais. La seule qui a atteint ce stade de général. On ne comprend vraiment pas. Sous Alpha, désormais on en a. Oui, ce que j'ai dit, sous Alpha, elle a été la première, ou la seule, sous Alpha. Dans l'histoire de la République guinéenne. De la République guinéenne, elle a été la première, parce qu'aujourd'hui on a d'autres qui ont franchi le cap. Quantité élevée. Ouais. Honnêtement, on vous a mis là pour sauver ce peuple. Si vous avez donné tous les pouvoirs aux collectivités, acceptez d'être encore plus prompte. C'est vrai que c'est une dame qui n'a jamais de problème. Mais aujourd'hui, dites-nous concrètement, moi je vais y aller. Moi ça ne me dit rien d'aller. Qui a reçu ces 30 millions et pourquoi? À quelle fin? Ces 30 millions vont servir à quoi au niveau du gouvernorat? Est-ce qu'on est obligé de se partager les gâteaux pendant que nous sommes dans une vague de détournement en République de Guinée? Les autres qui sont à la tête de ce pays sont en train de se battre, reçoivent tous les coups du monde. À la base, on a des problèmes. Parce que ceux qui sont nommés, on a l'impression qu'ils sont en train de penser qu'à eux, à leur famille, pas au peuple de Guinée. Malheureusement. C'est comme une malédiction chez nous. Chacun tient de beaux discours jusqu'à avoir un petit poste. Dès qu'il a un petit poste, il devient un petit roi. Un gros rescueur. Un gros rescueur. Pour terminer, comme on le dit souvent, qui vole un œuf volera un bœuf. Forcément. Ce monsieur-là, il faut l'arrêter net. De tous ses complices. Parce qu'on m'apprend qu'il y a eu quand même une réunion au gouvernorat, peut-être complément d'information, une réunion au gouvernorat, que, je mets ça au conditionnel, madame la gouverneure aurait intimé au monsieur
de revoir la situation au risque de prendre des dispositions. C'est pourquoi je lance encore l'appel. On m'apprend aujourd'hui, à l'instant T, dans 5 minutes, qu'il y a une réunion qui doit se tenir du côté de la délégation spéciale de Sanoya. Ouais. Peut-être avant la fin de l'émission, nous aurons les nouvelles de ce côté. Qui s'excuse, s'accuse. Absolument. Moi, j'ai eu personnellement le PDS, c'est pour te dire directement, qui dit que c'est une diffamation. Mais je lui ai encore posé la question de savoir, ok, monsieur le président, c'est une diffamation, je peux être d'accord avec vous, c'est vos propos. Mais les 100 millions étaient destinés à quoi? Je n'ai pas eu de réponse. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Où sont partis les 100 millions? Je n'ai pas eu de réponse. Moi, ce qui me tient à cœur, c'était qui a donné les 100 millions, pourquoi la personne a donné et à quelle fin ces 100 millions étaient destinés. Yeah. Mais je ne peux pas quand même comprendre, avec tout ce que tu viens de me dire, que 30 millions ont été déchiquetés par des cadres tapis dans l'ombre du côté du gouvernorat, serait, je sais pourquoi j'insiste, serait, jusqu'à ce qu'on ait la version aussi du gouvernorat, serait déchiqueté par ces personnes au détriment du développement à la base. Ouais. Vous avez, on m'apprend tout à l'heure aussi, vous avez 120 millions qui sont débloqués pour la location, simplement la location des sièges de ces nouvelles communes. 120 millions, mon cher ami. Aujourd'hui, on va. Honnêtement, aidez-nous, où on va avec tout ce qui se passe? Il y a un véritable faudrait problème. Que ça change dans ce pays. Quand les gens, des intellectuels, disons, supposés ou je ne sais pas, s'ils peuvent s'avérer comme étant des tocards brillants, des personnes choisies pour une cause, pour une gestion publique, se réunissent, c'est-à-dire comme étant, c'est comme si c'était des malfrats, une association de malfaiteurs pour faire du mal à l'économie guinéenne. Parce que c'est tout. Parce que là, on parle de développement, là. C'est tout. Honnêtement, vous ne le développement, pas prendre... Abdallah, le développement à la base, ça commence. C'est grave. C'est dans ces collectivités. C'est énorme. Ça commence là. C'est énorme. Ça commence là. En fait, il y a un véritable problème aujourd'hui. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut. Parce que tout le monde semble être inscrit dans cette posture de corruption, d'enrichissement illicite. Je crois que c'est simple aujourd'hui. Vite m'enrichir avant de... Il y a des velléités, c'est-à-dire d'un détournement, des soupçons d'un détournement. Tout ce qu'il faut, c'est à la justice aujourd'hui. Ce n'est même pas à midi à 14h. S'il y a eu le partage, comme on a partagé l'Afrique à un moment, il faut encore, de la même manière dont on a partagé l'argent, restituer cet argent-là. C'est-à-dire... Pas que les 70 millions. Au niveau de cette délégation jusqu'au gouvernement. En allant jusqu'au ministère. C'est simple. Parce que le gouvernement est du MATD. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est grave ça. Est-ce que d'abord, d'ailleurs même, vous parlez de 100 millions. Est-ce que c'est 100 millions? C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est la question. Est-ce que c'est ça? C'est 100 millions qu'il a présenté. Après lui aussi, il a enlevé 30 millions pour faire les yeux doux selon nos informations. C'est ce qui va nous amener aujourd'hui à non seulement approfondir et élargir ces enquêtes-là à d'autres communes pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Non, parce que c'est une affaire très profonde. On va aller à c'est une affaire très profonde qui risque de faire des révélations non seulement cruciantes, mais aussi qui puisse déshabiller une certaine autre façon de faire, qui pourrait peut-être même aller jusqu'à ce qu'on parle de milliards. Oui. De première instance, qu'on atterrisse à la CRIEF. Bien. Parce que tout simplement, il y a un roche. Bien, on va aller avec la pause et derrière on se retrouve pour continuer ce sujet brûlant, cette affaire de détournement qui continue de sévir en République de Guinée. C'est le premier numéro de l'an sur Kavi Média. C'est votre émission, Le Scanner.
Promo exceptionnelle, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Venez communiquer chez nous avec 50% de réduction sur les tarifs des spots télé et radio pour valoriser votre maison, vos produits et services en payant seulement la moitié des frais de diffusion pendant un mois. C'est pas génial ça? La promo 50-50 du 15 décembre au 15 janvier 2025, c'est seulement sur Kavi Media. Kavi Media, communiquer autrement. Kavi Media, le média du développement. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Le scanner sur Kavi Media, c'est chaque jour du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Vous nous suivez sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5 en bande FM à Conakry environ. Merci de nous suivre à la télé sur le canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, Star Times, canal 113 779 sur satellite. Merci également de nous suivre via notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store sur notre site d'information siaminfo.com. À la baie
grâce à nos partenaires de Beta FM sur les réseaux sociaux, Kavi TV, Groupe Kavi Média, Ganga RTV qui relaie aussi cette émission. On va aller rapidement avec vos SMS. Réaction sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour à vous, c'est Mamadou Dia Mariam Diallo. On ne peut plus faire confiance à la transition. Ils nous ont promis depuis 2021, mais en réalité, ils ne donnent aucune valeur à leur engagement. C'est encore mal parti pour 2025. Près d'une heure de discours, c'est un record désagréable. Allez, on comprend votre amertume. Bonjour ma radio, Cécilia Mohamed depuis Rabitaya, Sanoya. La rediffusion de cette émission, c'est à quelle heure? C'est après le journal de 20h, hein? Donc à partir de 20h30. Bonjour mes chers journalistes, je vous souhaite bonne et heureuse année. Laissez-moi vous dire que c'est la matérialisation du contenu du discours du président qui fait sa valeur. Sinon, moi je suis pessimiste sur le contenu des discours précédents qui n'a pas été respecté. Je suis inquiet pour mon pays. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando, depuis Dabondi, fidèle auditeur, bonne année à vous, cher ami. Bonjour Kavi Média, vous êtes une grande radio, mais ce matin, passé à côté, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire l'apologie du général parce que le point sur lequel on l'attendait, il n'a rien dit sur ça, c'est-à-dire sa candidature aux futures élections. Ibrahim Alu Kamano depuis Kuntia. On respecte votre opinion. Respectez nos opinions également. Bonjour Kavi Média, la 89.5. Bonjour les grands débatteurs. Je profite de cette occasion de dire bonne fête à des personnes qui me sont chères. Donc votre équipe a fait partir que Dieu exauce tous nos vœux. Que Dieu nous protège et protège la Guinée et les Guinéens. C'est Ibrahim Souri Iso Camara, fidèle à cette émission. Bonjour et bonne année 2025 à toute l'équipe du Scanner ainsi qu'à tous les Guinéens. C'est Gibril Souma depuis Koya Wankifon Carrefour. Concernant ce discours de l'an du président de la transition, je pense que c'est un discours qui a fait le bilan des différents actes posés au cours de l'année écoulée et beaucoup de bonnes promesses dont nous attendons leur réalisation pour juger. Bonjour le Scanner, Ibrahima Dantamba. Moi je retire le peu d'estime et l'amour qui restait à moi pour le général qui a trahi sa parole donnée au lendemain du 5 septembre. Pour moi, ce discours est très vide de contenu. Une pensée aux kidnappés, Fonike, Bilo, Marouane. Oui, une pensée à nos frères guinéens. Nous espérons qu'ils vont bientôt retrouver leurs différentes familles. Bonjour les amis, c'est Abdoulaye Sow de Sumamboussi. À cette adresse à la nation du président ne me rassure pas jusqu'à preuve du contraire. Ils ont eu toute l'année 2024 pour réécrire une nouvelle constitution et d'aller au référendum. Ils n'ont pas pu. Comment ils pourront organiser toutes ces échéances en 12 mois? En tout cas, moi je n'y crois pas. Ce régime-là cherche un temps pour s'éterniser au pouvoir. L'incontournable communicant du CNRD, de général Mamadi Doumbouya, civilisé, l'enfant chéri, l'enfant prodige de Boulamaya Samaya. Monsieur Silarou 15, je vous souhaite bonne heureuse année à mon général d'armée Mamadi Doumbouya dans son palais M5 et mon patron, honorable Jobibé Tossidibé, et tous les personnels de Kavi Média, particulièrement à l'émission Le Scanner. Un discours sage, responsable. Nous, les pro-CNRD, nous étions dans la fête et les frustrés couchés. Abdallah, un message de mon grand-père Almami David Tondonsila: n'accepte jamais de t'éloigner partout où il y a le bonheur, sinon tu resteras dans la pauvreté et la misère. La Guinée va très bien, la refondation, rectification et la redynamisation continuent dans la positivité. Abdallah, les gens qui disent qu'après le 31 décembre 2024, qu'ils ne vont pas reconnaître le pouvoir de mon général civilisé comme président, il faut leur dire, s'ils achètent les voitures, de ne pas mettre les plaques, puisque c'est l'autorité du général qui délivre les plaques. Je suis très fier de vous, la presse guinéenne, l'année 2024 au Soboti. Signé l'enfant chéri de Boulamaya Samaya. Sila Ruquez. Allez, c'est compris Sila. Bonne année à toi également. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintin Djambouria, dans Kama, dans mon village natal. Bonne heureuse année à ma femme chérie. Allez, Alpha Djambouria qui s'est marié. Et à l'équipe du Scanner de Groupe Kavi Média, à votre PDG, malgré qu'on ne lui connaît pas, à vos auditeurs, au club d'écoute de cette émission. Djambouria, ce n'est pas la peine. Tu connais déjà Kavi Média. Un jour, tu auras l'occasion de rencontrer le PCA.
T'inquiète pas, très bientôt. Le général a été fâché dans ce discours. C'est comme si on l'a forcé de s'adresser à la nation. La DCI a terni l'image de notre pays. C'est vraiment dommage. Allez, il faut quand même être indulgent envers la DCI. Mamadou Alpha Djambouria. Et ensuite, on poursuit toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand. Plus 224 629 95 67. Bonjour l'équipe Kavi Média. Monsieur Gawara Joseph Koli, résident à Koya Somaya Mosquée, avec ses détournements des montants colossaux et dans notre pays qui n'arrive pas à réaliser des infrastructures à la base, la Guinée est devenue pendant cette transition un mauvais élève vis-à-vis du FMI. Bonjour l'équipe de Kavi Média, le message qui est venu plusieurs fois. Comment les institutions financières nous prendront au sérieux ou nous faire des prêts? Allez, c'est vraiment dommage pour notre chère patrie, la Guinée. Bonjour Kavi Média, bonne heureuse année à toute la Guinée, particulièrement à Kolangui, dans Sédantougué. C'est Barry Ibrahima depuis T7. Bonne année à vous également, cher ami. Kavi Média, bonjour, je vous suis depuis Bokeh. Vraiment, j'ai bien aimé votre télé. Mon nom c'est Oumar Didi Forêt Obier. Merci Didi Forêt, merci à tous les auditeurs et téléspectateurs du côté de Bokeh, zone minière par excellence. Oui, pour terminer avec ce sujet, Mohamed Leba, oui, vous dites rapidement, en 2 minutes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait une rupture parce que ça, ce qui commence là, c'est à tous les niveaux. Quand on parle de détournement aujourd'hui, c'est comme si les gens ont cette ambition. Toute l'ambition que les gens sont en train de nourrir, c'est de détourner, de s'enrichir illicitement. Et malheureusement, si la justice, parce que c'est elle qui peut vraiment nous aider à stopper cela, si elle ne se lève pas, ça va continuer et cela va ruiner l'économie guinéenne. On parle d'une résilience, ça veut dire tout simplement que ça ne va pas encore. Il faut qu'on aide l'État à renflouer ses caisses. Comment l'aider? On parlait de l'affaire de police l'année dernière, parce que nous sommes dans une nouvelle année, même si c'est encore récent en termes de nombre de semaines, qu'il n'y a pas eu, rien n'a atterri au niveau du trésor public, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise gestion. Il faut qu'il y ait une rupture. Et je crois que la justice a un rôle dans ce sens-là. Et ces gens-là, en termes de collectivité, en termes de développement, ça commence par la base. Bien. Si la base d'abord elle est à toiletter, la base est, c'est-à-dire à cet handicap-là, je crois qu'il y a problème. Parce que qui vole en neuf va voler en bœuf. Ça c'est clair. Il faut aujourd'hui que le tribunal, je crois que ça relève de Koya. Le tribunal de Koya s'intéresse, le parquet s'intéresse à cette affaire-là, que d'autres délégations nouvellement installées soient aussi dans le même lot. C'est-à-dire qu'on aille en profondeur dans ces enquêtes-là, qu'on puisse nous faire une révélation et que ces personnes-là qui se sont associées ou en tout cas qui se sont formées en association de malfaiteurs contre notre économie, ces personnes répondent de leurs actes, soit sanctionnées à la hauteur de leur forfaiture, tout simplement. Si c'est fait aujourd'hui, dénoncer s'avère, je crois que la justice a la clé pour ouvrir ces portes-là et vraiment entrer en condamnation de ces personnes qui vont servir d'exemple pour d'autres qui seront quand même tentés de s'inscrire sur la même liste. Donc on a encore du pain sur la planche, il faut le dire, c'est moral. Cette guerre de corruption, de détournement, de deniers publics est une guerre morale, il faut le comprendre, et nous osons croire que ces derniers vont changer de méthode. On parle là de ceux qui nous dirigent à l'instant même. On parle de cet autre sujet qui concerne l'Afrique. Les États africains coupent au fur et à mesure le pont avec la France. Depuis quelques mois, le retrait des troupes françaises est sollicité par de nombreux pays africains. Après les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, puis le Tchad, le
le Sénégal et la Côte d'Ivoire rejoignent la danse en 2025. L'armée française ne sera plus la bienvenue dans ces pays. Une rupture, même si le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas l'entendre ainsi, qui soulève assez de questions sur les relations France-Afrique. Avant d'aller avec les commentaires et le décryptage, on va aller avec ce récit qui nous a été proposé par la rédaction politique du groupe Kavi Média à travers notre reporter Mamadou Tanouba. On suit cet élément à la télé et à la radio. Derrière, on se retrouve pour les commentaires des débatteurs. Les chefs d'État africains n'ont pas dérogé à la règle. Les adresses à la nation à l'occasion du changement de l'année sont une tradition. Chacun profite pour faire le bilan de sa gestion et se projette dans les défis à atteindre pour le nouvel an. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé le retrait concerté et organisé des forces armées françaises de son pays. Le camp du 3e Bima de Port-Boué sera rétrocédé aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier 2025, a déclaré le chef de l'État. 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a préféré laisser planer le flou pour un 4e mandat. Il a néanmoins rassuré en disant que les élections seront apaisées, transparentes et démocratiques. Le doyen en âge des présidents africains Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a déclaré dans son adresse à la nation que sa détermination de continuer à servir son pays demeure intacte et se renforce au quotidien. Les Camerounais seront aux urnes cette année pour les élections régionales et la présidentielle. Le Tchadien Mahamat Idriss Déby, dont le pays vient de sortir d'une transition de 3 ans et est en attente des résultats des législatives, est tourné vers l'avenir. Dans son adresse, il est revenu sur la rupture des accords de défense avec la France. Au Mali, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a rendu hommage aux civils et militaires qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes. La lutte contre la corruption sera renforcée et l'année 2025 sera consacrée à la culture, a laissé entendre Assimi Goïta. Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon a dressé un bilan reluisant de la transition depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2024. Il a promis l'organisation d'élections libres et transparentes dans les 8 mois. Merci Mamadou Tanouba pour ce récit. Mohamed Leba, on a suivi avec beaucoup d'intérêt ce récit de Mamadou Tanouba qui quand même a fait un survol de tout ce qui a été dit le 31 décembre 2024 par les chefs d'État africains, notamment de certains pays, pas de tous les pays. On parle notamment de ce sujet crucial qui est le retrait des troupes françaises sur le territoire africain. Vous savez, cela ressemble à quoi? Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où les pays africains, après avoir découvert quand même ceux qui ont participé activement à cette Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de la France et les Alliés et tout autres, ils ont découvert le mythe, c'est-à-dire blanc, et finalement, ils ont compris que le blanc, lui aussi peut pleurer. Ouais. Voilà, il a peur, et finalement, le blanc n'était plus vu comme à l'époque coloniale où on venait avec les miroirs et autres pour endormir les consciences. Et finalement, on a quand même demandé l'indépendance, et la Guinée, même si il faut quand même dire que la Guinée a été en première ligne en termes de cette demande de l'indépendance, de l'autonomie et tout ce qui peut suivre. C'est la même chose aujourd'hui qui est en train de se passer. Les pays africains sont en train de démystifier la France, tout simplement. Parce que la France n'avait que de force qu'en Afrique. Ouais. Parce que si vous regardez, c'est vrai que peut-être on peut me sortir des chiffres et autres, mais quand on prend ce que la France gagnait en Afrique, je ne crois pas qu'elle puisse gagner cela. Et en France et dans les autres pays européens. Ouais. L'Afrique était, disons, une sorte de grenier où il fallait faire le tout pour le tout, tenter politiquement parlant et puis ou politiquement correct, de s'enrichir et de faire tout. Mais aujourd'hui, avec cet élan, c'est comme si les présidents africains, en tout cas les leaders aujourd'hui qui sont là,
sont en train d'amorcer cette prise de conscience pour se dire non, attention, la France est un, disons, mauvais partenaire avec qui il ne faut plus traiter. La France est cette société qui ne paye pas bien ou soit qui n'est plus rentable. Et la France est cette société qui va avec assez de politique, mais qui vous tape dans un gant de velours. Oui. Et finalement, voilà, aujourd'hui, on est dans un processus qui n'est vraiment, ou qui met la France dans une position très inconfortable. Oui, parce que la France est en train de perdre des alliés. La France est en train de perdre des clients. Et des clients vraiment jugés quand même avec une taille gigantesque, parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, ça me surprend. Parce que la plupart, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, parce que c'est connu de tous. Oui. La Côte d'Ivoire était, disons, jusqu'à un moment donné, divisée entre la France et les Ivoiriens. Oui. Tout simplement, le Sénégal, presque la même chose. Et si ces pays aujourd'hui décident quand même de chasser, si vous pouvez me le permettre, de mettre fin à la coopération, surtout sur le plan militaire avec la France, parce que l'utilité de la France en un mot dans ces pays-là, en grande partie, c'était sur le plan militaire. Si vous prenez le Mali et autres, c'était la même chose. Le retrait de ces troupes françaises, je crois que ça a été un sacré coup. Et finalement, vous avez vu, parce que ces pays-là, en termes de partenariat, on ne sait pas encore parce que ça n'a pas été défini dans ces discours-là. Mais dans les jours à venir, vous allez voir, peut-être on va se rallier à un autre pays ou à une autre puissance, c'est-à-dire soit européenne ou quand même mondiale. Ça va encore être un autre sacré coup pour la France. Pour le moment, c'est un sale temps pour le pays de Macron. Ouais, d'Emmanuel Macron. Et à Diallo, l'histoire quand même retiendra que sous Macron, les pays africains ont une nouvelle fois demandé leur indépendance sécuritaire. Ah oui, s'il est tenté que c'est sincère, ce que je ne crois pas. Honnêtement, hein, je ne crois pas que ça soit sincère. On peut comprendre la révolution malienne, par exemple, du Niger, ce que je considère d'une révolution à moitié. Et c'est contre-productif parce que ça n'aboutira pas à quelque chose. Pourquoi Oui, on ne veut pas la France, on veut la Russie, parce qu'avec la Russie, il y a ce respect réciproque et tout ce qui s'ensuit. Essayons de mettre en place, disons, un cadre qui peut amener à ces gens-là, à nos partenaires, il faut le rappeler, la Russie, la France, les États-Unis, de respecter un certain nombre de choses vis-à-vis de nous. Ce cadre-là est là intact, que ce soit les États-Unis, la France ou la Russie, c'est des partenaires extérieurs. Quand le cadre est là, chacun est appelé à se soumettre. Il ne s'agit pas de choisir tel, de rejeter tel. L'histoire qui nous lie avec la France, c'est une histoire séculaire, bien qu'elle soit douloureuse par endroits. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est cette implication cynique de l'État français dans un certain nombre de choses sur le continent africain. Participer à l'élimination physique ou politique de certains chefs d'État, imposer d'autres. Finalement, on a ce ressentiment à travers l'Afrique francophone que la France brille beaucoup plus, disons, dans ses implications politiques, d'édicter ce qu'il faut à nos chefs d'État. Bourgi, j'allais dire Albert Bourgi n'a pas tort de rappeler un certain nombre de choses. Là où un chef d'État français est allé jusqu'à menacer au téléphone un chef d'État africain et de le dire s'il ne fait pas beaucoup attention, ils vont le vitrifier. Et finalement, il n'a pas été vitrifié, mais évincé. Ça, c'est un fait. C'est ce souvenir douloureux que nous avons de la France. Il faut que ça cesse. Et je pense que la France est devant un fait, à elle d'en tirer toutes les conséquences, au risque de périr davantage, en tout cas en ce qui concerne son influence vis-à-vis d'un certain nombre d'États africains. Oui, parce que la France quand même est accusée d'assez de choses, hein, notamment au Mali, avec ce terrorisme, ce djihadisme qui n'a pas pu être freiné malgré la présence des troupes françaises pendant de longues années. Ça, c'est notre mode opératoire que la France a pu, enfin, que les Occidentaux, les puissances occidentales, c'est de manière générale, toutes ces puissances que vous voyez ici, là, d'une manière ou d'une autre, ils ont des ramifications à travers ce qu'on considère comme étant des terroristes. Alors que c'est des groupes organisés, Daesh, vous connaissez qui soutient Daesh.
c'est des gens qui appellent de tous leurs vœux le respect du principe démocratique et tout ce qui s'ensuit. C'est l'État islamique dont on parle là, je ne sais pas, une organisation qu'on appelle au niveau du Moyen-Orient, mais vous verrez que ces gens-là sont soutenus par des gens qui crient sur tous les toits et qui essayent même d'imposer à un certain nombre de gens, disons, le respect d'un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, ce sont les véritables, responsables de tout ce que nous vivons dans notre pays ici. Parce que ce sont ces conflits-là qui les arrangent. Préparer la guerre pour pouvoir tirer profit de tout ce qui se passe là. Soyons conscients de cela. Finalement, la France se rend compte que, enfin, les pays de l'Est, parce qu'on sommes en train de faire ce qu'on appelle une liaison, alors qu'en réalité, ça peut être un élément déclencheur, mais les objectifs et la vision, c'est diamétralement opposé. Oui. La révolution de ces groupes d'États qu'on appelle l'AES est très différente de ce que nous voyons au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire, peut-être même au niveau du Sénégal. Écoutez, au niveau du Mali, on peut parler d'une rupture, même si elle n'est pas brutale parce qu'il y a eu le temps qu'il faut. On peut parler d'une rupture parce que tout simplement, après, finalement, l'État malien a considéré la France comme étant, disons, le cerveau de toute cette instabilité liée au terrorisme au niveau du nord du Mali, le nord du Mali. Finalement, c'est la même chose, c'est le même son de cloche au niveau du Niger, c'est la même chose au niveau du Burkina Faso. Alors, au niveau du Tchad, jusqu'à preuve du contraire, pour les Tchadiens, pour la société civile tchadienne, pour la classe politique tchadienne et pour beaucoup d'observateurs, c'est la chasse gardée de la France au niveau de cette région, le Tchad. Il n'y a rien à dire. Depuis un bon bout de temps, nous connaissons effectivement le taux ou le niveau d'implication de la France. Alors, quand le président Déby, fils, s'élève d'un seul coup pour dire que nous exigeons le départ de toutes les forces françaises, et on cite la France, tenez-vous bien, il y a de cela 6 mois, le président français l'avait rappelé ici, qu'ils vont essayer de réduire drastiquement le niveau de leur présence militaire à travers l'Afrique. Donc, il faut dire que les annonces ont été faites par le chef d'État français, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui l'avait promis. Est-ce qu'il tire les leçons ou les conséquences de cette rupture avec les autres États, notamment le Mali et le Burkina Faso, pour anticiper? La question reste posée. Mais je suis de ceux qui pensent que il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que ce n'est nullement une révolution comme on l'entend, que ces chefs d'État disent que voilà, nous exigeons le départ des uns des autres. Quand nous prenons le langage... Ce n'est pas une révolution, c'est quoi le langage diplomatique, c'est des manœuvres qui sont orchestrées par la France pour dire que, au-delà de ces États du Sahel qui exigent une rupture avec la France, il y a certains États aussi, et que la France elle-même l'avait annoncé, parce que c'est par après. Le Tchad, la Côte d'Ivoire, c'est après l'annonce d'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est une suite logique. Deuxièmement, parce que dans les expressions, les mondes, en leur sens, on parle d'une rétrocession. Et plus loin, dans le discours, au niveau du Tchad, c'est ce qu'on parle, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on parle. Et plus loin, ce que Ouattara l'a dit ici, nous allons procéder à une rupture, nous exigeons le départ de la force française, mais dans le cadre, disons, d'une concertation. D'un arrangement tout court. Alors je pense que de ce point de vue, il faut qu'on essaie en caressant. Il faut voir ce qui est en train de se passer. Il y a des non-dits. On verra bien ce qui va se passer par après. Et je suis de ceux qui pensent que si la France qu'on arrive à comprendre et d'en tirer les leçons, tant mieux pour elle. Si nous aussi, nous continuons d'être effectivement de ces gens-là manipulables et maniables par une puissance qui en réalité a montré ses limites vis-à-vis de notre développement continental, à nous de voir clair et d'en tirer toutes les conséquences. Je pense que, à la limite aussi, il faut que les uns et les autres comprennent. Nous parlons là, dans ce studio, la langue qu'on appelle la langue française. C'est le français. Donc, de ce point de vue, vouloir dire qu'on ne veut pas de la France, on ne veut pas de tout. Il y a un certain nombre de choses, nous avons besoin de revoir ces choses-là. Et parmi ces choses, il y a cette politique sécuritaire. C'est à ces accords sécuritaires qui lient la France à un certain nombre d'États qui frisent même ce qu'on appelle une colonisation. Parce que c'est nous qui vous dictons, c'est lui avec qui vous allez coopérer. Il y a un certain nombre de choses, c'est la France seulement qui doit vous servir. Donc c'est une exclusivité, alors qu'en réalité on parle de la souveraineté. Nous voyons cela, disons quelque chose de paradoxal. Et de manière générale, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, ou certains États comme le Sahel, qu'on considère comme des États rebelles contre la France, il y a là, disons,
une nécessité absolue de revoir de manière générale notre façon de coopérer avec tous les États à travers le monde. Il ne faut pas dire que la France, c'est le mal et que la Russie, peut-être avec elle, on pourra amorcer un véritable développement. Je pense que c'est absolument contradictoire. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de mettre un cadre valable, viable pour tous les États et d'amener ces États-là à respecter ce cadre-là, ce qui pourra permettre et les États africains et nos partenaires d'en profiter. Bien, ce qui est déjà compris. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à nos fidèles auditeurs. J'espère qu'ils vont en tout cas rester encore en notre compagnie cette année. Docteur Mamadi Djubaté et Docteur Beni Youssoufin qui nous écoute à l'instant. Il me fait signe. Merci à Monsieur Souleymane Mansaré depuis le Bémopa, à Silar du 15, à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs que je ne saurais citer là, à tous, à notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti qui a démarré l'aventure avec nous. 2025 démarre et nous allons aller avec une nouvelle aventure dans cette émission, le scanner. Merci à l'équipe technique du jour. Kandé Bourari Sankon, l'enfant de Siramodia, nous a accompagnés du côté de la radio avec ses mains magiques. Du côté de la télé, on a notre frère Salifou Bangoura, côté régie, en compagnie de Dame Salimatou Sissé. Merci à Michel Wabounou pour la réalisation, à la production Moussa Dramé, à la technique Omar Diallo qui a chapeauté toute cette équipe. Merci à toutes et à tous. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.